come al solito? Sì. C'est toi qui vends les clubs? Ouais. Combien? 150. J'ai plus d'électricité ni d'eau. Madame Peretta, vous me devez 1500 € depuis des mois pour votre remplacement. Je peux te prêter un peu d'argent si tu veux. Non, c'est gentil. Tu fais déjà beaucoup. Je crois que t'es mal placé pour me faire la morale, maman. Bonjour Florence Lorécaille. Bonjour. Je m'appelle Thibaut Elie et je suis accompagné d'Émile Parseguian. Bonjour Émile. Bonjour. Et merci de converser avec nous pour ce nouveau grand entretien du podcast Négatif consacré aux esprits créateurs en tout genre et dont vous pouvez retrouver les archives sur notre site négatif.co. Alors une première question, Florence Lorécaille. Quel mot ou expression pourriez-vous utiliser pour décrire ce que vous faites dans la vie? Ce que je fais dans la vie, Oui. Je témoigne Vous êtes témoin? de la vie. Je témoigne de la vie, oui. Un mot, c'est ça. Bon. Oui. C'est très bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être témoin de la vie? Bah, que mon métier consiste à témoigner de la vie, c'est-à-dire à faire que des mots prennent vie, voilà, et leur donner un corps. Et je ne suis qu'un support, voilà. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les termes d'actrice, comédienne, interprète? Pas du tout. Interprète peut-être. Interprète peut-être justement parce que je prête mon corps pour donner vie. Mais donc je suis à l'intersection de plein d'endroits. Donc ce serait vraiment interprète, oui. Et pourquoi pas actrice ou comédienne? Parce que pour moi, ça parle d'autre chose en fait. C'est Louis Jouvet qui comparait les acteurs et les comédiens. Que je sais pas, là, il y a une espèce de talent qui s'exprime sur ce qu'on incarne. Ça me gêne un petit peu. Ça parle aussi un peu de beauté. Les actrices, on dit elles sont belles. On dit pas d'abord que c'est des bonnes actrices, il faut dire qu'elles sont belles. Enfin, il y a une espèce de cliché comme ça qui fait que comédienne peut-être à la rigueur parce que c'est plus théâtral. Ça m'intéresse plus. Mais en fait, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis je joue. En fait, je dis pas je suis comédienne. Voilà. Est-ce que vous considérez que vous faites un métier, que vous exercez un métier? Oui, ouais, j'ai fait de ma passion mon métier, ouais, on peut dire ça, oui. Ah oui, avec du travail, hein, mais justement, c'est un métier, oui. Et quelle est la part de jeu dans ce métier? Ah bah le jeu, il est en dehors de quand on joue. Le jeu, il est quand on répond à des interviews, quand on fait de la promotion, quand on fait des photos, quand on porte des vêtements très chers. En fait, il n'y a que quand on joue qu'on dit la vérité. Est-ce que jouer pour vous, c'est plus la voix ou le corps? D'abord le corps. Moi, mon idole, c'est Ariane Mouchkine, de Tête du Soleil. Donc, quand j'ai vu les Atrides, j'ai vu d'abord des corps, en fait. Et justement, c'est pas des visages qu'on reconnaît, c'est vraiment des corps qui incarnent des forces qui sont plus fortes que nous, quoi, que ce qu'on représente. Donc, oui, le corps, ouais. Avant tout, le corps, ouais. Et le corps en incluant le visage? Aussi, oui, parce que ça va avec, oui. Mais Mouchkine en parle très bien, elle parle justement des clichés, elle dit dans ses notes là, sur les répétitions, parce que moi je suis une tarée de Mouchkine, hein, donc je vais parler énormément de Mouchkine, mais c'est vraiment ma référence. Enfin, c'est ce qui me parle le plus quoi, pour jouer, c'est-à-dire que le cliché c'est quand on ne reçoit pas physiquement. Alors oui, là je doute, alors je mets la main devant le menton, je ne comprends pas, je fronce les sourcils. Et en fait, non, il faut apprendre à recevoir physiquement. Elle aime bien dire qu'un acteur, il faut qu'il soit concave et convexe. C'est-à-dire concave pour accueillir les images de l'extérieur et convexe pour partir de soi et donner à voir.
Qu'est-ce qui donne du sens à votre métier en fin de compte? J'espère de donner la possibilité aux gens qui n'ont pas les moyens de s'exprimer de parler pour eux, de vivre de donner à voir des émotions qu'on retient beaucoup dans la vie tous les jours. L'espèce de catharsis, quoi. On attend tous un peu ça quand on va au cinéma, je pense, de vivre des émotions, des choses très intenses à un moment donné et collectivement aussi, de vivre ça ensemble, pas tout seul dans son coin. Donc la salle de cinéma, c'est aussi important vraiment, pour vous, primordial même? Oui. Ah oui, la salle de cinéma, la salle de théâtre, le collectif, quoi. On fait beaucoup, il y a de moins en moins de choses qui se font collectivement. Donc il reste encore ça, oui. C'est une forme de rituel aussi. Oui. La naissance de la purgation des passions, quoi. Mais ça peut pas se vivre tout seul. On est vivant que quand des gens sont réunis ensemble dans le même espace, quoi. C'est intéressant que vous parliez de collectif parce que quand on regarde votre filmographie, on a l'impression qu'elle est traversée par plusieurs familles de cinéma et de télévision assez fortes, qu'il s'agisse de Solveig Anspach, Claire Denis, Jérôme Bonnel ou de la distribution chorale du Bureau des légendes. Et vous avez parlé d'Anouchkine et du Théâtre du Soleil qui a un peu donné naissance à votre envie de jeu. Est-ce que vous avez l'impression... Mais vous avez assez peu joué au théâtre finalement. Est-ce que vous avez l'impression que ces familles de cinéma, c'est un peu l'équivalent d'une troupe de théâtre pour vous? Non, je crois pas. C'est pas pareil. C'est pas le même... Le théâtre, le théâtre, il y a un long temps de préparation, de macération, de doute. Au cinéma, on n'a pas le temps c'est très rare d'avoir des temps de préparation longs, quoi. Les seuls temps longs que j'ai eus, c'est sur le bureau où on avait vraiment des lectures avec Éric Rochant, avec tous les personnages, même ceux qui avaient 2 phrases, il y avait des lectures collectives. Mais au cinéma, il faut au cinéma, à action, il faut être là, quoi. Le doute n'a plus sa place. Et il faut qu'il se passe quelque chose, quoi. Sinon. Mais après, c'est des affinités, forcément, des affinités affectives pour Solveig et Jérôme. C'est des gens que je revoyais dans ma vie de tous les jours. Solveig, c'était la marraine de mon fils. Et du coup, oui, c'est super quand on travaille avec des gens qui ont déjà travaillé, quoi. On explore d'autres contrées, quoi. Et j'ai fait peu de théâtre parce que vivant seule avec un enfant, ça devenait compliqué logistiquement de ne pas être là tous les soirs. Mais là, il a 10 ans, j'espère reprendre le théâtre, qui me manque énormément. Parce que ça fait partie aussi de la vie. Voilà, la vie fait que on ne peut pas tout faire, malheureusement. En 2004, vous jouiez dans L'intrus de Claire Denis, une douanière à la frontière franco-suisse. Aujourd'hui, dans La Tête froide, vous jouez une passeuse de migrants qui slalome entre les douaniers à la frontière franco-italienne. Est-ce que vous avez repensé à l'intrus en lisant le scénario de La Tête froide? Ah non, j'ai repensé à mon premier film, en fait. Mon premier tournage quand j'avais 17 ans, qui était un court-métrage de Éric Zonka, qui s'appelle Seul. Et c'était l'histoire d'une fille qui perdait son travail et au fur et à mesure, elle se retrouvait à la rue, en fait. Ça m'a vraiment... la lecture de La Tête froide m'a vraiment remis dans l'état dans lequel j'étais quand j'ai tourné mon premier film, quoi. Et justement, sur cette question de la lecture, de la découverte d'un projet, comment est-ce que vous vivez cette première rencontre avec d'abord l'objet scénario quand on vous propose d'incarner un personnage? C'est déjà pas courant, on ne propose pas ça toutes les semaines. Ensuite, c'est comme si, encore une fois, le corps, il savait que que j'en étais capable, que ça m'intéressait. J'arrive à voir instinctivement en lisant qu'il y a une écriture, il y a un univers et que moi je vais... c'est un peu comme une relation amoureuse en fait. Mais ça se fait par l'écrit dans un premier temps. Après ça dépend si je connais le réalisateur, la réalisatrice ou pas. Et après c'est encore
la phase effectivement de la rencontre et de l'inattendu, quoi. On peut aussi avoir des mauvaises surprises comme des bonnes. Dans La Tête froide, vous incarnez Marie, une trafiquante revendeuse de cartouches de cigarettes qui devient une passeuse en faisant traverser la frontière à des migrants contre de l'argent. Est-ce qu'à la lecture du scénario, ce personnage vous a d'emblée ému ? Ému, non, mais je me suis dit enfin une traversée qui me parle. Parce que ces dernières années, en cinéma, on ne m'avait pas proposé des rôles aussi vastes et complexes. Et voilà, j'étais très intriguée par Stéphane Marchetti, que je ne connaissais pas, qui m'avait envoyé ce scénario, forcément. Donc je me suis dit, là, j'y vais, oui, forcément. Le personnage de Marie, il est dans une zone grise. Oui. Il y a cette complexité. On peut se poser des questions sur sa moralité, dans laquelle elle navigue. Comment vous avez interprété, à la lecture, pas le personnage, mais comment est-ce que vous avez interprété cette zone grise dans laquelle elle est campée, dans laquelle elle se débat aussi ? Moi, tout s'est fait sur le tournage, en fait. Rien ne s'est fait avant. J'ai rencontré quand même Stéphane. Et au bout de 10 minutes, j'ai fait c'est bon, ça va, quand est-ce qu'on tourne ? Après, il y a eu Émergence aussi, donc ça nous a permis de nous rencontrer dans le travail. C'est parce que c'est un processus très long, hein. Ça fait 3 ans déjà qu'on était sur ce film. On pensait... Enfin, c'était, voilà, et des obstacles financiers, tout ça. Parce que j'ai quand même plus de 45 ans, je ne suis pas égérie, donc ça prend plus de temps. Dans le processus de financement du film, en fait. Je pense, oui. Ouais, je pense. C'est pour ça que je me suis dit, dis donc, il est courageux, lui. Et ensuite, comme il venait du documentaire, je me suis dit, je vais me mettre pas du tout dans un état de jeu. Je vais vivre les situations comme elles viennent, quoi. Donc j'ai pas rencontré Sahabo Baldé qui joue Souleymane avant. J'ai rencontré une fois pour une lecture. Et ensuite, je faisais séquence par séquence dans le rien, une espèce de rien en fait. J'étais dans mon mobil-home, je savais où étaient les objets, où étaient rangées les choses. J'étais dans une espèce de cocon et en même temps de non-jeu, quoi. D'être juste là, quoi. Donc vous êtes aussi approprié l'espace, le mobil-home, c'est l'espace où Marie vit. Oui. Donc vous êtes aussi approprié cet espace intime, domestique. Oui, même si c'était compliqué c'est un décor, tourner. Parce que c'est un vrai courant d'air, le truc, mais oui, c'est ça. Oui, c'est le travail, il s'est fait là. Après, il y avait juste à enregistrer la vie, quoi. Le quotidien, les petits gestes de tous les jours. Parce qu'il y a très peu de dialogue, en fait. Enfin, si, pas mal avec Souleymane en anglais, mais en fait, le gros du travail, c'était d'être justement de ne pas être dans le travail, quoi, de ne pas montrer le travail. C'était ça le plus gros. Et on en revient au travail du corps, plutôt que la voix, du coup, dans comment vous avez d'abord joué ce personnage. Oui, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'action aussi. On la voit beaucoup faire des actions. Elle travaille dans un bar, elle vend ses clopes, elle fait des allers-retours en voiture. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est dans un état de méditation, quoi. Elle fait, et après elle se rend compte que peut-être elle fait des conneries, mais de toute façon elle n'a pas le choix, elle est dans un état de survie, donc quand on survit, on n'a pas trop le temps de penser au gai savoir, quoi. C'est intéressant que vous parliez de travail et de ce rapport au métier. On vous a vu dans beaucoup de rôles avec des personnages qu'on appréhende d'abord par leur métier, que ce soit une espionne dans le Bureau des légendes, une directrice de prison dans Borgo, qui est aussi passée au Festival d'Arras, L'effet aquatique où vous incarnez une maître nageuse. Vous avez souvent incarné des rôles intimement liés à une profession, voilà, et souvent des professions en plus, voilà, qui déterminent un rapport d'autorité assez clair. Comment est-ce que quand vous commencez à incarner ce personnage, est-ce que vous incarnez aussi ou pas le métier du personnage Pour le bureau, c'était compliqué parce que c'est un métier auquel j'ai pas trop eu accès. À mon grand étonnement d'ailleurs, parce que quand j'ai appris que j'étais reçue après les essais, j'ai lu le scénario, parce que quand j'ai fait les essais
les castings, les auditions pour le Bureau des légendes, on n'avait aucune info sur le projet. Donc quand Éric Rochon m'a dit voilà, tu vas jouer un officier traitant. Alors, je ne savais même pas ce que c'était qu'un officier traitant. Hein, bon. Donc pour se projeter, c'était un peu compliqué. Et en fait, il m'a dit une chose très simple. Il m'a dit mais écoute, tu fais comme dans la vie. Donc quand j'avais des difficultés pour des séquences en salle de crise, par exemple, où je devais parler à une assemblée. Et j'étais un petit peu paniquée parce que moi j'ai peur de tout. Donc il me dit bah, tu fais comme dans la vie. Donc en fait, lui il dit qu'effectivement, au-delà du métier, il faut s'immerger dans les situations. Donc pour le bureau c'était ça. Ensuite pour Solveig, j'étais maître nageuse dans les faits aquatiques. Je suis allée voir des tutos de maître nageur. Voilà. Je me suis renseignée par moi-même. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme métier Directrice de prison. Directrice de prison, après le rôle n'était pas très vaste. Donc, moi, je m'en suis tenue aux infos que j'avais à livrer dans les dialogues. Bon, en me disant que peut-être c'était Marie-Jeanne qui avait été rétrogradée. Bon, comme ça. Je me dis bon, pourquoi pas. Voilà. Limité en Corse. Oui. Je pense que c'est assez récent. Avant, je jouais souvent des filles paumées, en fait. Quand j'étais plus jeune, j'ai un passif de filles quand même bien paumées. Donc, je sais pas. Peut-être aussi, je sais pas à quoi c'est dû. Sur Chaîne de Sol, chez Jérôme Bonnel, j'avais pas de métier. J'étais des filles paumées aussi, un peu perdues. Claire Denis, femme de chambre, je me rappelle. Ça, j'avais fait un stage. Douanière, du coup. Douanière, j'avais fait un stage un peu avec les chiens. Avec les chiens. Qui n'était pas très probant. Mais je me dis pas, ça va colorer le personnage. Pareil, c'est des trucs, on est dans l'action, dans ces métiers-là, donc du coup, on réfléchit pas forcément à. Mais moi, je réfléchis pas énormément, en fait. Hein. Je ne construis pas beaucoup, j'ai pas de technique, en fait. Est-ce que justement, ce qui est pas intéressant, c'est de trouver de la liberté dans ces rôles-là qui pourraient être très... simplement des personnages fonction, mais justement de ramener quelque chose qui échappe à l'ordre, qui échappe à la structure et qui... Ouais, ou juste d'y croire, quoi. Je crois que je suis maître nageuse, je crois que je suis passée directrice de la DGSE, je crois, enfin du bureau des gens, je crois que... J'y crois, en fait. Je crois tellement en ma fonction que, de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Donc... mon obsession, c'est est-ce que je suis crédible, est-ce que je suis crédible, est-ce que je suis crédible. C'est toujours ça que je raconte, enfin que je demande à longueur de temps sur les tournages, quoi. Est-ce que vous croyez en Coralie Corail? Je crois beaucoup en Coralie Corail. C'est mon clown, en fait. Un jour, je m'ennuyais sur un plateau, il y avait une perruque qui traînait, j'ai mis mes lunettes de soleil et je trouvais l'idée rigolote de parler, de décaler un peu... ma voix et d'en faire un clown, de poser des questions plus ou moins existentielles, mais c'est devenu un peu mon double clown, ouais. Mon double. Écoute, j'ai pas été trop active ces derniers temps parce que j'étais dans les bruyères, j'ai eu besoin de prendre un petit peu d'altitude et du coup j'ai rencontré un poteau. Tu as eu? Et on est devenus amis, on a parlé de plein de choses de la politique internationale, tout ça. Et en fait, dis donc, il y a des autres poteaux là-bas. Nous sommes 4, alors ça c'est bien. 4, c'est déjà une communauté. Est-ce que justement ces parenthèses, alors parce qu'il y a Coralie Corail, mais il y a toute une galerie de personnages derrière, mais est-ce que ces parenthèses un peu justement clownesques et spontanées, c'est aussi une manière pour vous de trouver de la liberté un peu justement dans ces interstices, sur ces plateaux où on attend beaucoup avant de jouer? Oui, de la liberté, puis aussi peut-être un signal pour dire « Oh là là, je fais pas trop des trucs comiques, j'aimerais bien quoi ». Aussi, parce que le clown... il n'y a pas beaucoup de personnages de clowns féminins, quoi. C'est beaucoup, il y a beaucoup c'est beaucoup tenu par les hommes, quand même, dans le cinéma français. Donc, bonjour, j'aimerais bien jouer dans les comédies, s'il vous plaît. Et puis, ça m'éclate, parce qu'en fait, il y a des moments où
une idée corallienne me tombe comme un flocon de neige, un flocon. Et je me dis, j'ai besoin de le faire, mais tout de suite maintenant. Et puis si je fais une prise et si ça va pas, je le poste pas. Voilà, c'est des petites virgules qui mélangent des événements politiques ou juste des prises de tête sur des mots ou des expressions philosophiques. Toujours dans cette question du rapport au corps, quel rapport est-ce que vous entretenez avec la caméra qui vous filme? Ah oui, c'est un œil très étrange. J'ai envie de dire, tout dépend de qui est derrière. Qui est derrière. Et par exemple, dans La tête froide, vous êtes le personnage principal où Marie est parfois seule. Oui. Comment est-ce que ce rapport s'est exprimé sur le plateau Ah bah là, je l'ai complètement oublié. J'ai fait comme s'il n'y avait personne, quoi. J'ai fait comme si j'étais seule, justement. J'ai oublié c'est à la fois un œil qui regarde et un trou noir, quoi. Mais je me souviens du dernier plan, le jour où on a tourné le dernier plan du film, quand elle croise le regard de la jeune fille, il faisait un temps de merde et Stéphane était dégoûté parce qu'on voyait pas la montagne derrière vers laquelle s'éloignaient les migrants, le groupe. Et à la fin d'une prise, j'ai fait un regard caméra parce qu'en fait, ce visage de cette jeune femme m'a vraiment émue. Et je me suis dit, ça recommence, ça y est, ça recommence. Suleiman est parti et ça recommence. Et il n'était pas content parce qu'on ne voyait pas sa montagne. J'ai dit, comment ça nous emmerder avec sa montagne. Donc je vais lui faire un truc qui va, peut-être, parce que c'est jamais anodin un regard caméra. Ça se fait pas normalement. Ça n'existe pas, quoi. Et je l'ai fait. Et voilà, donc après ils ont fait le montage et ça marchait pas, mais j'en ai fait un à la fin de Queen of Montreuil de Solveig, que j'ai eu beaucoup de mal à faire parce que c'était le dernier plan, la dernière prise du film. Parce que ça a un rapport aussi avec une grande émotion, je trouve, de s'adresser à la caméra. Je me souviens aussi d'un plan de Nathalie Baye aussi dans un film le film avec Jalil Lesper où il est flic. Il y a un très long travelling au bord de la plage et à la fin Nathalie Baye fait un regard caméra. C'est toujours très troublant un regard caméra parce que tout s'arrête et on regarde non plus l'acteur, l'actrice, mais la personne, quoi. C'est vraiment extrêmement troublant. Et sinon, en temps normal, oui, faire en sorte qu'on n'ait pas regardé, quoi. Redevenir un animal, quoi. Comme si il n'y avait pas 30, 10, ça dépend des productions, voire 50 personnes qui regardent, quoi. Et vous n'avez pas le trac face à ça sur le plateau? Parfois, si, bien sûr. Parfois, il y a un temps d'apprivoisement, quoi, qui est nécessaire. C'est comme un animal aussi, la caméra. Donc il faut devenir animal face à elle, quoi. C'est assez désespéré comme jeu, mais c'est toujours intéressant à faire à chaque film. Et à la caméra, il y a aussi la lumière. Qu'est-ce que c'est comme matière, la lumière, pour vous? C'est comme un vêtement, quoi, de peau, quoi. Elle peut soit massacrer un visage, un corps, soit le sublimer. Et avec l'expérience, j'arrive à sentir, mais juste instinctivement. Après, ça dépend des rôles. Il y a des rôles où on se dit, on s'en fout de comment on est filmé. Là, La tête froide, j'avais aucune raison de me dire, ah là là, je vais être bien filmé, je veux pas qu'on voit mes cernes. Après, il y a d'autres rôles où on a vraiment besoin que la lumière nous aide à sortir de nous-mêmes, quoi. Ça peut aussi nous bloquer. J'ai des souvenirs de tournage où des chefs-op m'ont complètement bloqué, quoi. Mais vraiment... Sur la lumière? Sur la lumière, ouais. Sur la lumière ou leur comportement. Mais comme ils sont derrière la caméra, ça m'a complètement crispée. J'étais plus incapable de rien. Ouais. J'ai des grands souvenirs avec Agnès Godard sur les films de Claire Denis. Là, ça, c'était d'un ultra érotique même. C'était vraiment... c'est vraiment là où j'ai découvert le cinéma, en fait, en tournant Trouble Every Day. Comme j'avais un rôle muet en plus. Donc c'était une espèce de chorégraphie entre Claire Denis, Agnès Godard et nous, qui était inouïe. Je ne savais même pas que ça existait, en fait.
là je me suis dit, là je fais du cinéma. Là. Parler de chorégraphie, en l'occurrence Trouble Every Day était tourné en pellicule. Ah oui. Et est-ce que vous avez l'impression que le passage au numérique a... Enfin, la pellicule demande une forme de confiance parce qu'on voit pas immédiatement son tour, dans des séquences en plus comme ça, très corporelles, très charnelles. Est-ce que vous avez l'impression que le passage au numérique a atténué la confiance, le rapport de confiance qui se crée entre un opérateur, un réalisateur et un acteur ou une actrice Non, elle n'a pas atténué la confiance, mais elle a atténué le sacré de la prise en fait. Maintenant, numérique, y a une perche, y a un faux départ, y a une faute de concentration, le perchman qui est dans le champ, quoi qu'est-ce, eh ben c'est pas grave, on refait à l'infini, donc c'est pas du tout la même concentration. En pellicule, eh bien, ouais, on délimite l'espace, on répète, et ensuite il faut que quelque chose se passe, parce que les pellicules ça coûte très cher, et puis il y a le son aussi de la pellicule, il y a quelque chose s'enclenche qui n'aura plus jamais lieu. Et je trouve qu'avec le numérique, c'est complètement désacralisé, quoi. Et du coup, ça demande un effort supplémentaire quand on joue, parce qu'il faut être encore plus au taquet, alors qu'avant, on sentait le bord du gouffre où il fallait sauter. Et là, maintenant, c'est open bar, allez hop, on y va, et puis on est comme ça, on peut reproduire des séquences à l'infini. On la refait. Non, on la refait pas. De toute façon, là, je comprends jamais les assistants quand ils disent on la refait. Non, on la refait pas, on refait autre chose. C'est du temps qui est passé, donc ce sera un autre temps. Ok, il y a des raccords, des machins, c'est un minimum de technique, mais parce que c'est quand même de la vie qu'on enregistre, mais après c'est du temps qui est mort, quoi. Enfin, il y a un truc comme ça qui me... Mais ça vient encore de Mouchkine, toujours pareil, qui disait à ses acteurs que voilà, la scène, c'est un espace sacré, il y a des acteurs qui saluent la scène avant de monter. Enfin, moi j'avais ça aussi avec des prises. Mais à tel point, je connaissais tellement rien au cinéma avant que quand j'ai commencé mes premiers castings, je ne savais pas qu'on pouvait refaire. Donc j'allais à des castings, mais j'étais à fond. Donc j'avais des rôles comme ça, c'est comme ça que j'ai travaillé en fait. Je ne savais pas qu'on pouvait refaire. Donc le cinéma, pour moi, c'était Tom Cruise et Daniel Auteuil et Emmanuel Béard, parce que j'avais vu Jean de Fleurette. Et des années après, j'ai tourné avec Daniel Auteuil qui jouait mon père. Et je vais dire, ouais, salut papa, et tout, les films des Larieux, là, j'ai un petit rôle. Et j'ai halluciné de voir Daniel Auteuil se tromper. J'étais là, il se trompe et tout. Je pensais même qu'un film, voilà, on faisait ça dans la chronologie, oh là là. Et j'ai réalisé que Daniel Auteuil aussi pouvait refaire des prises. Oui, c'est ça, la prise, on prend quelque chose d'un temps qui est vraiment hors de tout, quoi. Et effectivement, maintenant, la technique, tout le monde est déconcentré, ça déconcentre tout le monde, en fait. Il y a peut-être une exception dans La Tête Froide, c'est cette séquence dans le blizzard. Est-ce que, pour vous, vous avez retrouvé justement ce sacré du numérique dans des conditions de tournage extrêmes? Oui, parce que là, on n'a plus le choix, on ne doute plus, on fait avec les moyens du bord, il n'y a plus rien ne compte. On a atteint un peu l'état de survie, de vertige. En fait, oui, là, je me souviens qu'à un moment, je devais m'éloigner, il me filmait de dos et je m'avançais et tout était blanc, le ciel, la terre. J'ai l'impression de rentrer dans un trou béant, quoi. Donc ça, c'était assez vertigineux. Et effectivement, oui, comme c'était une vraie tempête, là, tout le monde était vraiment ensemble et connecté.
y avait une forme de performance aussi, au sens artistique, c'est-à-dire que le corps est aussi mis en danger dans cette... Oui, c'est-à-dire qu'on a effleuré, oui, performance, oui, c'était compliqué. Mais bon, par rapport à ceux qui vivent ça en vrai, c'était vraiment rien. Effectivement, qu'est-ce que c'est que un temps qui se couvre, qu'est-ce que c'est que se retrouver à ne pas pouvoir voir à 30 cm, qu'est-ce que c'est de soulever le corps de Souleymane en s'enfonçant dans la neige jusqu'aux genoux. Moi, je pouvais pas, au bout d'une prise, je pouvais même plus le soulever après. Donc, effectivement, là, on doit refaire la prise. Donc, on doit refaire et je me disais, mais je vais jamais y arriver, mon corps, il va jamais tenir. Mais je me dis, c'est ça qu'il faut faire. Concentre-toi que là-dessus et le reste n'a aucune importance, quoi. Mais encore une fois, ça a duré que 8-9 heures. Ce qui est déjà long. Oui, ce qui est déjà long, mais ce qui est rien... Comparé aux personnes qui font vraiment cette traversée. Voilà. Faut tout relativiser. Mais il fallait qu'on montre ça. Voilà, il fallait que ce soit montré. Vous viviez le film lors du tournage, sur le plateau, pour chaque plan, souvent pour plusieurs prises. Et en même temps, ensuite, votre image est gravée maintenant sur capteur numérique. Et cette image vous échappe peut-être dès les projections de rush, s'il y en a encore. Puis lors du montage, de la post-production, de l'étalonnage. Quel rapport est-ce que vous vous entretenez avec ce que vous devenez gravé dans le film une fois que vous le revoyez, que vous le voyez pour la première fois? Ah oui, parce que revoir et voir pour la première fois, c'est pas pareil. Ça dépend encore des films, mais il y a des films, oui. La tête froide, ça a été très très violent pour moi. Vraiment. Parce que comme j'étais tellement dedans, après on découvre, on se voit, quoi. C'est pas du tout intéressant. J'ai vraiment découvert le film quand on l'a montré au public la première fois. Là, je me suis dit, ça y est, j'ai vu le film, j'ai pas vu que moi. Après, effectivement, c'est comme des photos. J'ai un ami qui a vu un concert des Tindersticks la semaine dernière et qui m'a envoyé des images de... C'était Les Salauds, je crois, de Claire. Et ça m'a fait un choc parce que je me suis dit, oh là là, j'ai pris un coup de vieux. Je me suis dit, voilà, c'est l'enregistrement de qui on était avant, quoi. Bon, on voit qu'effectivement, on a vieilli, c'est normal, hein, mais... Après, il y a des films... j'ai revu... Il n'y a pas longtemps, justement, mon premier court-métrage, qui est introuvable, il est sur aucune plateforme, mais j'ai acheté donc La vie rêvée des anges pour avoir accès au court-métrage. Et je l'ai revu avec beaucoup d'émotion, parce que c'est... Il est dans le DVD Il est dans le DVD, un supplément. Ouais. Je l'ai trouvé sur un site. Et là, je l'ai revu parce que c'est vraiment... un premier film, c'est... Je me suis dit, ah oui, donc tout est né de là, quoi. Voilà. J'en étais là et... Ah oui, j'étais jeune. Hein. Mais après, je sais, certains des films que j'ai en DVD, je sais après que c'est des vies que j'ai vécues, mais ça devient des peaux mortes, quoi. Après, j'ai mué. Sinon, on devient fou. Hein. Parce que bon, quand même, on vieillit quand même. Hein. Mais bon. La première fois que Claire Denis vous a vu à 17 ans, cheveux en pétard et patoga, elle vous a appelé la racaille. Oui. Est-ce que vous êtes toujours une racaille? C'est un jeu de mots avec mon nom, hein, le racaille. Hein. Après, j'espère. J'ai toujours une part de racaille en moi. Ah oui, il faut. Elle me manque d'ailleurs, Claire Denis, j'aimerais bien la revoir, retourner avec elle. Le message est passé. Et vous avez mentionné plusieurs fois en interview votre passion pour Lee Chang-dong, réalisateur coréen. Mon idole. Immense. Voilà, Secret Sunshine. Enfin bon, voilà. Qu'est-ce qui vous passionne chez lui particulièrement? J'aimerais vivre dans les films de Lee Chang-dong. C'est quelqu'un qui pour moi, c'est l'équivalent de Duras en littérature, quoi. C'est la poésie, la violence, c'est l'indicible. C'est le cinéaste pour moi de l'indicible et de la poésie et des films à tiroir, en fait. Tout ce qui
Moi, ma vocation, elle est née de mille et une choses, mais qui n'ont rien à voir avec le cinéma. C'est venu de Marguerite Duras, de mon enfance en Indonésie, de ma grand-mère qui me faisait visiter les maisons d'écrivains avec des pièces secrètes. En fait, elle me faisait visiter des châteaux, je voyais des portes secrètes. C'est que les portes secrètes qui m'intéressaient. Pour moi, jouer, c'est donner à voir ça, ce qui est derrière les mots, derrière les portes secrètes. Et je trouve que lui, il synthétise dans son cinéma tout ça, tout ce vers quoi je tends, quoi. Et c'est un film, oui, ces films me mettent dans des états physiques. Enfin, et pourtant, c'est pas notre langue, c'est pas notre culture. Et je me sens terriblement proche de ce cinéaste, quoi. J'ai eu la chance de le rencontrer au Festival Lyon Lumière parce qu'un jour, j'ai posté une photo de lui sur Instagram d'un photographe belge où il est magnifique, il ressemble à un chef Sioux, et Irène Jacob qui est directrice de la Cinémathèque, je crois maintenant, qui est devenue directrice de la Cinémathèque de l'Institut Lumière. De l'Institut Lumière, voilà, c'est ça. Présidente, ouais, je crois. Elle me dit, figure-toi que ce sera notre invité d'honneur cette année et tout. Je fais oh là 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 là. Donc du coup ils m'ont invité. Je me suis retrouvée assise en face de lui. J'étais comme dans un film de Lee Chang-dong. Il était avec son interprète, complètement jet-lagué, complètement perdu, personne ne lui parlait. Et j'étais à côté de moi, il y avait Abdel Malik. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu as? Je lui dis, écoute, je suis tellement heureuse, je suis en train de regarder Vive mon idole. Et il me dit, mais il faut que tu lui parles, il faut que tu lui parles. Je lui dis, mais non, je ne peux pas, ça me suffit de le voir là, juste en face de moi. Il me dit, si, il faut que tu lui parles. Je lui dis, mais je n'ai rien à dire, moi, je ne peux pas parler, je ne sais pas parler. Bon, il m'a quand même convaincu, merci Abdel Malik, de lui dire à quel point son cinéma m'est nécessaire pour vivre. Je ne sais pas comment expliquer comment expliquer autrement. Et c'est quelqu'un de très secret, et j'avais envie de le laisser dans son secret. En fait, il y a des gens à qui on n'a pas forcément envie de parler, en fait. On a juste envie d'être avec eux. J'ai l'impression d'avoir pris une substance quand je regarde ces films, où je comprends tout, où j'arrive à lire toutes les lectures possibles et inimaginables de son cinéma, quoi. Ça vous le fait aussi, ça? Cette puissance-là, quoi, c'est... J'ai une expérience analogue avec Claire Denis, sauf que j'avais pas Abdel Malik, du coup je lui ai pas parlé. Mais oui, je pense qu'il y a peut-être tous un ou deux cinéastes comme ça où il se passe quelque chose. Oui, et des films auxquels on revient et on voit encore d'autres choses. C'est comme un livre de chevet, quoi. C'est des films de chevet. Et là, c'est un cinéaste de chevet, quoi. Vraiment, je sais pas comment je ferais pour continuer à jouer si je ne tendais pas vers ce cinéma-là, en fait. Parce que c'est dur, hein, le cinéma, maintenant. Pour jouer, je trouve que c'est très, très dur. Maintenant, les acteurs, ils ont tous des agents d'image. Il y a un culte de l'image, de la personnalité, de la célébrité. Il faut être trusté par des multinationales. Non, mais il faut le dire, quoi. Moi, alors, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, ça me casse mon imaginaire, quoi. Notre métier, c'est pas de vendre des fringues à 5 000 €, quoi. C'est de jouer, et on est suffisamment payé pour ça, ça va, quoi. Il n'y a pas besoin de gagner encore plus, mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être égérie pour avoir le droit de jouer? Voilà, c'est pour ça, moi, quand Stéphane m'a proposé ce rôle, je me suis dit, j'ai encore donc le droit de jouer des trajets, des voyages, on me donne encore la parole. Ah ben merci, quoi. Enfin vraiment, hein. C'est important de le dire parce que j'ai l'impression que ça prend toute la place. Alors c'est quoi la liberté en fait maintenant? Est-ce qu'il faut être égérie pour avoir accès à des rôles? Je sais pas, je pose la question. Ça me pose question en tout cas. Qu'auriez-vous fait dans un monde sans cinéma? Je me serais tournée vers les livres. Ça aurait été mon nouveau cinéma. Parce que c'est un endroit d'où l'on peut voir aussi les livres. Quel est le dernier livre qui vous a hanté? Hanté? Ce qui n'est pas forcément péjoratif. Hein. Je trouve que c'est... justement, pour rebondir, c'est un livre de Pierre Clémenti qui s'appelle Petit message personnel. Justement, il parle des acteurs, qu'est-ce que c'est que jouer. Et ça n'a pas pris une ride. Et c'est devenu un livre
auquel je suis très attachée, ouais. Hanté, il y en a tellement des livres. Hanté dans quel sens Ah, c'est à vous d'interpréter. Ou les livres de Griselide Disréal, quoi. Les correspondances de Griselide Disréal. Ouais. La passe imaginaire, ouais. Ça me hante. J'aime beaucoup cette personne. Ouais. Quelle est la dernière fois que vous avez dormi au cinéma? Jamais. Jamais? Non, j'ai pas de... Non, je dors pas au cinéma. Si j'aime pas, je m'en vais, quoi. Si je m'endors, je m'en vais, mais là, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Quel est le dernier film qui vous a hanté, alors? Ou dans lequel qui vous a ému ou transporté? Moi, c'est un acteur qui m'a énormément touchée, qui s'appelle Paul Kircher, dans Le règne animal. Là, je me suis dit, waouh, enfin, il existe encore des animaux, des cinémas. J'espère qu'il gardera sa liberté. Oui, j'ai beaucoup aimé ce film-là, oui. Je trouve assez troublant. Mais les DVD de Lee Chang-dong ne sont jamais loin. En quel animal est-ce que vous métamorphoseriez, vous? Le chevreuil, oui, parce qu'à chaque apparition d'un chevreuil, il sort d'un trou noir. Et on le voit donc du coup à l'orée d'un bois, ou d'une prairie, ou le long d'un TGV. Et pour moi, c'est vraiment un animal sauvage qui est vraiment à la frontière justement entre deux mondes, quoi, le monde de la lumière et de l'obscurité, quoi. C'est à chaque fois, j'ai l'impression de voir un animal mythologique et de garder cette sauvagerie-là, quoi. Et que les frontières, effectivement, ne servent à rien. Il y a une phrase que j'adore de Marcel Dalliot dans La Grande Illusion qui dit les frontières, c'est une invention des hommes, la nature s'en fout. Et je trouve ça une phrase qu'il faut vraiment garder en tête. Quels sont vos prochains chantiers visuels, sonores? Alors, la sortie du film de Stéphane Marchetti, parce que c'est une aventure de défendre un premier long métrage. C'est pas facile, hein, donc je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il soit vu. Dans de bonnes conditions. Janvier, voilà. 2024 dans toutes les bonnes salles de cinéma. Et ensuite, là, je viens de terminer le tournage d'une série pour Apple qui s'appelle La Maison, qui est un univers complètement différent, qui se passe dans le monde des maisons de couture. Et c'est la première fois que je joue un rôle où j'étais complètement transformée, physiquement, avec une perruque. Enfin voilà, ça m'a beaucoup intéressée. Et ensuite, je ne sais pas. Je ne sais pas. Eh bien, merci. Merci à vous. Florence Loirecaille pour cet entretien. Merci d'avoir pris le temps. Ça fait du bien de prendre le temps de discuter. C'est de plus en plus rare. Le temps est précieux. Le film de Stéphane Marchetti, dans lequel vous jouez Marie, sort le 17 janvier 2024. Merci, à bientôt. Merci à vous.